Je m'appelle Aline, j'ai 34 ans. L'autoroute s'étendait à l'infini devant moi, d'un gris pâle sous un ciel qui hésitait entre le soleil et l'orage. Je conduisais depuis l'aube, le genre de long trajet qui vous rend à la fois agité et engourdi. Sur la banquette arrière, enveloppée dans des couches de lin, se trouvait une boîte à souvenirs en bois, quelque chose que mon père avait autrefois sculpté de ses propres mains. À l'intérieur, j'avais placé une paire de chandeliers en argent que ma grand-mère m'avait transmis. Ce soir, je prévoyais de les donner à mon frère, Damien, en guise de bénédiction pour ses fiançailles. Sa maison était à 12 heures de route, mais je me disais que la distance n'était rien comparée aux années que nous avions partagées autrefois. Quand nous étions enfants, il n'y avait pas de kilomètres entre nous. Je me souvenais d'être assis sur les rives de la rivière Pine avec des cannes à pêche trop grandes pour nos mains, nous défiant mutuellement d'attraper la première perche. Damien trichait toujours, tirant sur sa ligne pour faire semblant d'avoir une touche. Et je riais jusqu'à en avoir mal aux côtes, faisant semblant de ne pas remarquer sa ruse. Quelque part entre les terres agricoles de l'Illinois et les collines du Missouri, ces souvenirs me tenaient compagnie. Nous nous chuchotions des secrets sous des forts en couverture, inventions des histoires lors de longs trajets en voiture, et nous nous appuyions l'un sur l'autre lorsque nos parents se disputaient dans la cuisine. Je pensais aux nuits où Damien se glissait dans ma chambre après un cauchemar, insistant sur le fait qu'il n'avait pas peur, seulement qu'il s'ennuyait. C'était ce garçon que je voulais revoir, celui pour qui j'étais prête à conduire une demi-journée. Mais la vérité était plus lourde. Mes doigts se resserrèrent sur le volant alors que je m'avouais que les chandeliers étaient plus qu'un cadeau. Ils étaient une supplique pour qu'on se souvienne de moi, pour être valorisé, pour rappeler à Damien que peu importe à quel point il s'éloignait, je n'avais jamais cessé d'être sa sœur. Les heures devenaient plus lourdes à mesure que la route se rétrécissait pour traverser de plus petites villes. Les stations-service se confondaient, les gobelets de café s'empilaient sur le siège passager. J'avais mal aux épaules, mais ma poitrine portait un espoir tenace. Quelle que soit la distance que le temps avait érigée entre nous, je croyais que ce dîner pouvait être un pont. Des fiançailles n'étaient pas seulement une étape importante. C'était le début d'une nouvelle famille, une chance de se souvenir des anciens liens qui comptaient. Et pourtant, un murmure dans mon esprit ne cessait de tourner. Et s'il ne voulait plus de ce pont? Au moment où j'entrais dans sa ville, le ciel était devenu doux et gris, du genre qui retient son souffle avant la pluie. J'ai ajusté la boîte à souvenirs sur le siège à côté de moi et me suis murmuré, comme si les chandeliers pouvaient entendre, ça en vaut la peine. Son quartier était calme lorsque j'ai tourné dans sa rue. Chaque pelouse semblait tondue à la même hauteur, les porches portaient des couronnes identiques. C'était le genre d'endroit où les apparences comptaient, où le silence pouvait être confondu avec la perfection. La maison de Damien était plus grande que je ne l'attendais. Lignes épurées, angles vifs, du verre reflétant la faible lumière. Rien à voir avec la maison chaleureuse et encombrée où nous avions grandi. Cette maison donnait l'impression d'avoir été construite pour tenir le monde à l'écart. Je suis resté assise un moment, le moteur éteint, les mains posées sur le volant, me disant que le long trajet en avait valu la peine. Pourtant, mon cœur battait trop vite, comme s'il se préparait à quelque chose que mon esprit refusait de nommer. La boîte à souvenirs en bois semblait plus lourde lorsque je l'ai soulevée du siège. J'ai redressé les épaules, monté les marches et frappé à la porte. Pendant quelques secondes, il n'y eut que le faible bruit de rire provenant de l'intérieur, un genre de rire qui appartient au rassemblement, au verre levé, à une chaleur qui m'excluait. Puis la porte s'est ouverte. Manon se tenait là, les mains encore sur la poignée, ses yeux écarquillés juste assez pour trahir sa surprise avant de se fixer sur quelque chose de plus froid, de plus méfiant. Elle a regardé au-delà de moi comme pour vérifier si quelqu'un d'autre était venu, puis de nouveau sur la boîte dans mes bras. J'ai forcé de la chaleur dans ma voix. J'ai apporté quelque chose pour le dîner de fiançailles. Elle a incliné la tête, ses lèvres se courbant en un mince sourire. Oh. Son ton était léger. Répétez. Ils ont eu le dîner hier. Les mots sont tombés comme des pierres, chacun s'enfonçant plus profondément. J'ai cligné des yeux, pensant que j'avais du mal à entendre. Hier? Juste la famille proche, a-t-elle ajouté presque après coup, bien que ses yeux n'aient pas quitté les miens. Pendant un moment, je ne pouvais plus respirer. Mes bras se sont resserrés autour de la boîte jusqu'à ce qu'elle semble me brûler. Derrière elle, j'ai entendu le tintement des verres, le grattement des chaises, le bourdonnement des voix que je n'étais pas censé entendre. Le porche sentait légèrement le nettoyant au pain,
le genre que Manon utilisait probablement pour récurer les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient impeccables. L'air entre nous, cependant, semblait épais de quelque chose d'acide. Mon esprit tournait. J'avais conduit 12 heures. J'avais répété ce que je dirais, comment je sourirais, comment je tendrais les chandeliers comme une offrande de paix. Et tout cela s'est effondré en 3 mots, hier, juste la famille. Pourtant, n'étais-je pas de la famille? Mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Quelque part au fond de moi, un vieux souvenir a refait surface, celui où, à 15 ans, j'attendais sous la pluie que Damien vienne me chercher après l'entraînement. Il n'est jamais venu. J'étais rentré seul à la maison, trempé, les dents claquant, me disant qu'il avait dû oublier. Et me voilà de nouveau, debout sur un autre seuil, l'attendant. Et encore une fois, il n'était pas là. Le sourire de Manon n'a pas changé, mais sa main sur la poignée de porte a légèrement bougé, un signal subtil que ma présence durait déjà trop longtemps. Pendant une seconde fragile, j'ai pensé que Damien pourrait apparaître derrière elle. Il rirait, me ferait entrer, dirait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais la seconde s'est étirée, et personne n'est venu. Peut-être une autre fois, a dit Manon doucement, presque poliment, presque comme un renvoi répété. Et puis la porte a commencé à se fermer. Je suis resté figé, le poids de la boîte dans mes bras écrasant, le seuil entre nous plus solide que n'importe quel mur. Mes oreilles ont capté le son étouffé des rires à l'intérieur, le tintement des verres, le grattement des fourchettes sur les assiettes. Cela ressemblait à une célébration. Cela ressemblait à l'appartenance, mais pas pour moi. La porte s'est refermée dans un déclic, silencieux et définitif. La lumière du porche brillait derrière moi, mais personne n'a rouvert la porte. Aucune voix n'a appelé mon nom. L'air nocturne pressait froidement contre ma peau, bien que le ciel ne se soit pas encore mis à pleuvoir. J'ai déplacé la boîte dans mes bras, fixant le bois sculpté par notre père, et pour la première fois, les chandeliers à l'intérieur me semblaient moins une bénédiction qu'un fardeau. J'ai murmuré dans le silence, c'était censé compter. Mais la seule réponse fut des rires, étouffés et lointains, comme si j'avais déjà été effacé de l'image. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est fissuré. Pas bruyamment, pas avec colère, mais silencieusement. De la manière dont la glace se fracture sous la surface d'une rivière, invisible mais irréversible. Pendant un long moment, je suis resté là, sur le porche, la boîte à souvenirs pressée contre mes côtes comme si elle avait pris le poids de chaque sacrifice que j'avais jamais fait. Les rires à l'intérieur continuaient, étouffés par les murs, portant la forme de la joie, mais rien de tout cela ne m'était destiné. La lumière du porche bourdonnait faiblement, sa lueur transformant le bois poli de la porte de Manon en quelque chose de stérile. J'ai pensé à frapper à nouveau, à exiger de voir Damien, mais je savais ce qui se passerait. Soit elle refuserait, soit, pire, elle irait le chercher, et je verrais ce même détachement poli dans ses yeux, celui qui disait « Tu n'es pas censé être ici ». J'ai descendu les marches lentement, mes chaussures résonnant contre l'allée en béton. Ma voiture attendait dans l'allée, ses vitres reflétant la lumière du porche. Tout le quartier était calme, à l'exception du faible bourdonnement des voix provenant d'autres maisons. Des familles réunies, des conversations animées, des biens matériels cousus à leurs murs. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où je m'étais senti cousu quelque part. En glissant sur le siège du conducteur, j'ai placé doucement la boîte sur le côté passager, mais elle me fixait comme une accusation. Mon bras me faisait encore mal de l'avoir tenue sur le seuil, en attendant un accueil qui n'est jamais venu. J'ai mis le moteur en marche, la vibration remplissant le silence, mais je n'ai pas bougé. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. Je l'ai regardé, m'attendant à moitié à voir le nom de Damien apparaître sur l'écran, une excuse hâtive, une explication fragile, mais rien n'est venu. Rien. En sortant de l'allée, je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la façade de la maison, attendant que la porte s'ouvre brusquement, que Damien sorte, m'appelle, me fasse signe de revenir. Mais la porte est restée fermée, sa lumière inébranlable, comme une sentinelle gardant un endroit où je n'avais plus la permission d'entrer. Les rues sont devenues floues alors que je m'éloignais. Des maisons taillées dans une symétrie parfaite bordaient la route, leurs fenêtres brillant doucement. J'ai aperçu des familles à travers des rideaux transparents, des parents posant des plats, des enfants riant, des couples se penchant l'un vers l'autre sur des verres de vin. Chaque fenêtre éclairée était un rappel de l'endroit où je n'appartenais pas. Au moment où j'ai atteint la sortie de la ville, l'autoroute s'étendait devant moi comme un ruban sombre, ne menant nulle part en particulier.
Ma poitrine s'est serrée. Je ne pouvais pas affronter 12 heures de route supplémentaires avec ce rejet qui me brûlait de l'intérieur. Pas ce soir. Une enseigne au néon vrombissante est apparue plus loin, clignotant faiblement contre la nuit. Motel, chambre libre. Je me suis garé sur le terrain, le gravier crissant sous mes pneus. L'endroit avait l'air fatigué, sa peinture s'écaillait, ses fenêtres jaunies, mais c'était un abri. À l'intérieur, le réceptionniste a à peine levé les yeux en faisant glisser la clé sur le comptoir. La chambre sentait légèrement le désinfectant et la vieille moquette. J'ai posé la boîte à souvenirs sur la petite table près du lit, son bois poli captant la faible lueur de la lampe. Puis je me suis assise sur le matelas raide, les épaules affaissées, fixant les fissures qui couraient comme des veines sur le plafond. J'avais pensé que les chandeliers seraient un pont, quelque chose pour rappeler à Damien qui nous avions été. Mais maintenant, ils ressemblaient à des reliques d'une famille qui n'existait plus. Mon téléphone est resté silencieux sur la table. Pas de message, pas d'appel manqué. Plus il restait sombre, plus il devenait clair. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une invitation oubliée. C'était délibéré. Et plus j'y pensais, plus le passé commençait à se dénouer en moi. Je me suis souvenu de la fois où j'avais conduit 6 heures pour son anniversaire, arrivant avec un gâteau sur la banquette arrière, pour découvrir qu'il était parti camper avec la famille de Manon. Pas d'appel, pas d'explication, juste parti. Je me suis souvenu des innombrables fois où il avait promis de me rappeler, juré de me tenir au courant, et ne l'avait jamais fait. Je me suis souvenu de lui avoir viré de l'argent quand il était désespéré, de l'avoir regardé jurer que c'était temporaire, pour voir les mois se transformer en années sans rien en retour. Le schéma était toujours le même. J'attendais, il ne se montrait pas. Je donnais, il prenait. Un rire amer s'est échappé de ma gorge, me surprenant dans la pièce silencieuse. J'ai pressé une main sur ma bouche, secouant la tête en me regardant. Pourquoi avais-je cru que cette fois serait différente? Pourquoi avais-je imaginé qu'un dîner de fiançailles, de toute chose, me ramènerait soudainement dans le cercle? Je me suis allongé sur le lit, mais le sommeil refusait de venir. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais la porte se fermer. Le sourire poli de Manon, le faible tintement des verres derrière elle. J'essayais de me souvenir de la chaleur de notre enfance, mais même ces souvenirs commençaient à piquer. Vers l'aube, j'ai renoncé à essayer de dormir. Je me suis assise, les rideaux du motel laissant filtrer une lumière pâle. Mon reflet dans le miroir semblait creux, mes yeux cernés par l'épuisement. La boîte était toujours sur la table, non ouverte, intacte, comme un témoin de mon humiliation. Je l'ai prise, passant mes doigts sur les rainures sculptées que mon père avait faites il y a des décennies. Il nous avait dit un jour que la boîte était destinée à contenir des choses qui avaient un sens, que chaque objet à l'intérieur devait être choisi avec soin. J'avais cru que donner les chandeliers à Damien signifierait transmettre plus que de l'argent. Cela signifierait transmettre l'histoire, la bénédiction, la mémoire. Mais s'il ne m'ouvrait même pas la porte, quel sens aurait-il dans sa maison? Mon estomac s'est noué. Pour la première fois, j'ai senti le plus faible fil de colère s'enrouler autour de mon chagrin. Au moment où je suis finalement rentré chez moi, le ciel était couvert, l'air épais de l'odeur de la pluie imminente. Les longues heures sur l'autoroute m'ont donné trop de temps pour réfléchir, et chaque pensée coupait plus profondément. La maison semblait plus froide que d'habitude à mon arrivée, le silence m'oppressant. J'ai posé la boîte à souvenirs sur la table de l'entrée, incapable de soutenir son regard. Puis, presque sans réfléchir, je suis allé dans mon bureau et j'ai ouvert le tiroir que je touchais rarement. C'était un simple tiroir en bois, mais je savais exactement ce qu'il contenait, l'histoire silencieuse de chaque sacrifice que j'avais fait pour Damien. La première enveloppe que j'ai sortie était marquée d'une encre tachée, une reconnaissance de dette écrite à la main. 12 000 $, de l'argent que j'avais raclé de mes économies destinées à des réparations sur mon toit. Il avait promis de me rembourser en 1 an, juré que c'était le début de quelque chose de solide. Cette entreprise s'était effondrée avant que l'encre de ses plans ne sèche. Le remboursement n'est jamais venu. En dessous se trouvait une autre pile de papier, des avis d'imposition foncière estampillés en rouge. L'année où il m'avait appelé presque en larmes, prétendant que lui et Manon étaient sur le point de perdre la maison de Flagstaff. J'ai viré 27 000 $ le lendemain matin sans hésitation. Il a dit qu'il ne l'oublierait jamais, qu'il arrangerait les choses. Des années plus tard, il ne l'avait toujours pas fait. Le tiroir était plein d'histoires comme celle-là.
Des promesses, des suppliques. Mes sacrifices consignés en chiffres et en encre. Je fixais les papiers, leur poids m'oppressant plus fort que la boîte à souvenirs n'aurait jamais pu le faire. Une prise de conscience s'est insinuée, vive et impitoyable. Je n'étais pas seulement exclu d'un dîner. J'avais été exclu de sa vie pendant des années, sauf quand il avait besoin de moi. Et peut-être, juste peut-être, je l'avais permis. Cette pensée me faisait mal à la poitrine, mais elle allumait aussi quelque chose de fragile et de dangereux en moi. Le début d'une résolution dont je ne me savais pas capable. Je me suis assise à mon bureau, fixant le tiroir que j'avais ouvert, la pile de documents étalée sur la surface comme des cicatrices que je m'étais infligées. Chaque enveloppe, chaque bout de papier était plus que de simples chiffres. C'était un registre d'amour tordu en obligation. L'encre tachée du premier prêt me dévisageait. 12 000 $. Je me souvenais vivement de cette nuit. Damien était venu me voir les yeux brillants, ses mots se bousculant d'excitation à propos de son nouveau projet d'entreprise. Cette fois, ça marchera, Aline. J'ai juste besoin d'un coup de pouce, d'un peu de foi. Tu as toujours cru en moi plus que quiconque. Je l'avais cru. Je le croyais toujours. Je me souvenais de ma main tremblant légèrement en écrivant ce chèque, me disant que c'était un investissement, non seulement dans son avenir, mais dans notre lien. Il m'a serré dans ses bras, a murmuré, « Tu ne le regretteras pas », et pendant un bref instant, je ne l'ai pas regretté. Mais les entreprises ferment, les rêves s'effondrent, et des années plus tard, tout ce qu'il me restait était ce bout de papier et le silence. Je l'ai mis de côté, sortant le souvenir suivant. Des avis d'imposition foncière, estampillés en rouge, menaçant de saisie. Sa voix s'était brisée au téléphone ce soir-là, le désespoir brut dans chaque mot. Ils vont prendre la maison, Aline. Manon ne me le pardonnera jamais. S'il te plaît, je ne peux pas la laisser tomber. Je te rembourserai dès que les choses seront stables. Juste cette fois. Juste cette fois. J'ai viré 27 000 $ avant l'aube. Mon propre prêt immobilier est resté impayé ce mois-là. Et je me souviens d'être assise dans ma cuisine, les lumières éteintes, buvant du café rassis, me disant que la famille passait avant tout. Il m'a appelé le lendemain, la gratitude dégoulinant de sa voix. Tu nous as sauvés, Aline. Tu as sauvé ma famille. Et j'ai souri à travers mes larmes, convaincu que cela signifiait quelque chose. Mais la gratitude s'estompe plus vite que l'encre. Les mois sont devenus des années, et la dette est restée seulement la mienne. J'ai étalé les papiers sur le bureau un par un. Des relevés de cartes de crédit ensuite, ceux à mon nom mais utilisés par sa main. Pour les urgences seulement, lui avais-je dit. Au début, c'était de petites courses, de l'essence, un vol pour le travail. Puis des dîners auxquels je n'ai jamais été invité. Des séjours à l'hôtel que je n'ai jamais vus. Des dépenses qu'il n'a jamais expliquées. Et chaque mois, je payais, avalant les questions comme des pilules amères. Chaque document ressemblait moins à de la générosité qu'à des chaînes que j'avais moi-même attachées à mes poignets. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, me frottant les tempes, le bourdonnement de la maison silencieuse m'oppressant. Pendant des années, je m'étais dit que c'était de l'amour, que me sacrifier pour lui, couvrir ses dettes, nettoyer ses dégâts signifiait que j'étais une bonne sœur. Mais en regardant ces papiers, j'ai réalisé la vérité. L'amour tordu en obligation cesse de ressembler à de l'amour. Il commence à ressembler à de la faiblesse. Cette pensée me retournait l'estomac. J'ai pris la carte de crédit, la tenant dans ma main. Le plastique semblait chaud sous ma poigne, ses bords adoucis par des années d'utilisation. Mon nom y était imprimé, en gras et en clair. Pourtant, elle ne m'avait jamais vraiment appartenu. Je l'ai retournée, fixant le numéro en relief sur sa surface, pensant au nombre de fois où elle avait été tendue sur des comptoirs que je ne verrais jamais, au nombre de fois où elle avait payé pour des moments de sa vie dont je ne faisais pas partie. Un murmure s'est glissé dans mon esprit, presque comme la voix de mon père. À qui appartiens-tu, Aline? À lui ou à toi-même? J'ai fermé les yeux, le téléphone à la main, et j'ai composé le numéro au dos de la carte. La voix automatisée était polie, presque joyeuse, me demandant de confirmer mon identité. Puis une femme a pris la ligne, son ton efficace mais aimable. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Ma gorge s'est serrée, mais j'ai forcé les mots à sortir. Je veux annuler cette carte. Avec effet immédiat, a-t-elle demandé.
Elle m'a demandé 2 fois si j'étais sûr. Chaque fois que j'ai dit « oui », ma voix était plus ferme que je ne l'attendais. En quelques minutes, la ligne est devenue silencieuse, tout comme un poids que je n'avais pas réalisé que je portais. J'ai reposé le téléphone sur le bureau, fixant la pile de papier. Le silence de la maison me pressait, mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Il n'était pas creux. Il n'était pas suffocant. Il semblait plus net, plus libre, comme si l'espace m'avait été rendu. Je me suis assise, respirant lentement. Pendant des années, la culpabilité avait dicté mes choix. Chaque fois que Damien appelait, chaque fois qu'il plaidait, j'entendais le garçon que j'avais connu, celui qui se glissait dans ma chambre après les cauchemars. J'avais confondu son besoin de proximité avec une preuve d'amour. Mais qu'avais-je obtenu en retour? Une porte fermée au nez. Des rires à travers des murs que je n'étais pas autorisé à franchir. La prise de conscience m'a frappé comme de l'eau froide. Peut-être que le respect n'avait jamais manqué de sa part. Il avait manqué de la mienne. Ma poitrine me faisait mal, non pas de regret, mais de clarté. J'ai rassemblé les papiers dans le tiroir, chacun glissant comme une confession que j'étais enfin prête à laisser reposer. J'ai fermé le tiroir doucement, presque cérémonieusement, comme si je posais une pierre tombale sur les années que j'avais passées à me sacrifier en silence. La carte de crédit, maintenant inutile, reposait dans ma paume. Je me suis levé, je suis allé à la cuisine et je l'ai jetée à la poubelle. Le son du plastique contre le métal a été plus vif que je ne l'attendais, presque triomphant. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme l'ombre de Damien. Je me sentais moi-même. Mais alors même que cette pensée s'installait en moi, une lueur de malaise s'est insinuée. Damien le découvrirait bientôt. Il appellerait, sa voix oscillant entre la colère et la persuasion, essayant des masques comme il le faisait toujours. Il me rappellerait toutes les fois où je l'avais sauvé, me rappellerait que la famille n'abandonne pas la famille. Et pour la première fois, je devrais répondre différemment. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, regardant le ciel s'alourdir de la menace de la pluie. Les roses du jardin se penchaient doucement dans le vent, leurs pétales tremblants. Je me demandais si j'étais prête pour ce qui allait arriver. Parce que la vérité était que, annuler cette carte, ce n'était pas seulement couper l'argent. C'était couper le dernier fil de contrôle qu'il avait sur moi. Et les hommes comme Damien ne lâchent pas le contrôle tranquillement. Un orage approchait. Je pouvais le sentir. 5 jours se sont écoulés avant que le téléphone ne sonne enfin. J'étais dehors en train de tailler les dernières roses de fin d'été, leurs pétales déjà meurtris par le contact de l'automne, lorsque l'écran s'est allumé avec le nom de Damien. Pendant un moment, je l'ai simplement regardé vibrer dans ma main. Je me suis souvenu de toutes les fois où je l'avais appelé pour être ignoré. Des messages laissés sans réponse, des messages vocaux effacés par le silence. Mais maintenant, le voilà, il me contactait. Une partie de moi voulait le laisser sonner, profiter de la victoire silencieuse de me détourner. Mais la curiosité, ou peut-être l'habitude, m'a fait glisser le pouce sur l'écran. Aline. Sa voix a fusé dans la ligne, vive et inégale. La carte ne marche pas, pas de salutation, pas de pause, juste de la panique pressée en mots. Je pouvais entendre des voix en arrière-plan, le ton sec et urgent de Manon, un bébé qui pleurait, aigu et frénétique, le bruit sourd de quelqu'un frappant à la porte, du papier froissé contre une surface dure. Les contours de son monde semblaient effilochés, en train de se défaire. Je l'ai essayé 3 fois, a-t-il continué, le souffle court. Ils ont dit qu'elle était refusée. On a des factures ici. Des gens qui attendent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour qu'il entende ma respiration, régulière. Puis je l'ai dit, calme et clair. Je l'ai annulé. Pendant une seconde, tout ce que j'ai entendu, c'est le sifflement de la ligne, le crépitement du statique sur les bords. Puis est venue l'incrédulité, tombant en fragments. Tu quoi? Aline. Tu ne peux pas juste. Comment sommes-nous censés? Elle n'a jamais été censée être à toi, les jeux interrompus, ma voix calme et tranchante. Silence. Puis le son de lui expirant fortement. Le grattement de quelque chose qui est poussé de côté. Son ton a changé, ses mots ralentissants, plus doux maintenant. La voix que je connaissais trop bien. Écoute, j'ai juste besoin d'un peu de temps.
Juste jusqu'à ce que je règle les choses. Je te rembourserai. Je le jure, cette fois. Cette fois. La phrase sonnait creux, faisant écho à toutes les autres promesses qui avaient pourri avant de pouvoir éclore. J'ai fermé les yeux, inhalant le parfum des roses, leur douceur entrelacée d'épines. J'ai déjà entendu ça. Sa voix s'est légèrement brisée, basculant à nouveau dans la colère. Et alors? Tu vas juste me laisser en plan après tout ce que j'ai fait pour toi? Après tout ce que nous avons traversé? Les mots ont percé, mais pas aussi profondément qu'avant. J'ai ouvert les yeux, fixant les pétales éparpillés sur le sol. Ce que tu as fait pour moi. Ma voix tremblait, non pas de faiblesse, mais de la tension de retenir des années de vérité non dites. Damien, la seule chose que tu m'aies jamais donnée, c'est le silence. La ligne est devenue silencieuse. Je l'imaginais faisant les 100 pas, passant la main dans ses cheveux comme il le faisait quand il était acculé. Ne fais pas ça, Aline, a-t-il finalement dit, sa voix glissant vers quelque chose de presque enfantin, presque suppliant. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Voilà encore, cette phrase qui me nouait l'estomac. Ce qui est en jeu. Une phrase trop lourde pour des factures, trop tranchante pour des excuses. Quelque chose de plus sombre se cachait derrière. Mais je n'ai pas demandé. Pas encore. Je ne fais plus ça, ai-je dit à la place, stable maintenant. Ni les dettes, ni les mensonges, ni l'attente. Ces mots sont revenus en trombe, frénétiques, se bousculant comme des pierres dans une inondation. S'il te plaît, Aline, ne me tourne pas le dos. La famille ne fait pas ça. La famille. J'ai coupé l'appel avant qu'il ne puisse finir. Le silence qui a suivi était saisissant, une rupture nette. Je suis resté là, dans le jardin, le téléphone toujours à la main, les roses se balançant doucement dans la brise. Pour la première fois depuis des années, je ne me précipitais pas pour régler son chaos. Je ne cherchais pas mon chéquier, ni mon téléphone, ni mes excuses. J'étais immobile, solide. Mais à mesure que l'adrénaline diminuait, le malaise l'a remplacé. Il rappellerait encore et encore. Les hommes comme Damien ne s'arrêtent pas à une seule supplique. Ils savent comment plier les mots, comment envelopper la culpabilité dans de la soie, comment passer de la colère à la persuasion à la désespérance. Et je savais, j'avais toujours su, que j'étais vulnérable face à lui. Je suis rentré à l'intérieur, posant le téléphone sur le comptoir comme s'il était chaud. La maison était silencieuse, le genre de silence qui me semblait suffocant après la mort de Thomas. Mais ce soir, c'était différent. Pas creux, pas vide, juste le mien. Pourtant, alors que je me déplaçais dans les pièces, un frisson me suivait. Ces mots tournaient en boucle dans mon esprit. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu, qu'est-ce que cela signifiait? Des factures et des courses ne sonnaient pas comme des enjeux. Elles sonnaient comme des excuses. Les enjeux étaient plus élevés, plus tranchants, dangereux. J'ai essayé de chasser cette pensée, mais une once d'effroi s'est logée en moi. Au moment où je suis allé me coucher, je m'attendais à ce que le tourbillon du regret me tienne éveillé. Au lieu de cela, j'ai fermé les yeux et je me suis rapidement endormi, la poitrine soulagée, le battement régulier de mon cœur plus fort que n'importe quel écho de culpabilité. Mais dans les heures calmes avant l'aube, j'ai rêvé, non pas de roses ou de chandeliers ou de portes qui se ferment. J'ai rêvé que je me tenais dans une maison qui n'était pas la mienne, regardant les ombres s'étirer sur des murs inconnus. Et dans le rêve, j'ai entendu la voix de Damien, non pas suppliante, non pas en colère, mais murmurant, « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Je me suis réveillé en sursaut, la sueur glacée sur ma peau. Le silence de la maison se pressait contre moi, mais ce n'était plus la paix. C'était la pause avant l'orage. Les appels ont commencé presque immédiatement. Cette première nuit, mon téléphone s'est allumé 3 fois de plus avec le nom de Damien. Je les ai laissés vibrer sans répondre, l'écran brillant comme une sirène dans la cuisine assombrie. Le matin, 4 messages vocaux attendaient, bien que je ne les ai pas écoutés tout de suite. Une partie de moi avait peur que si j'entendais sa voix, je faiblirais. Mais la curiosité, toujours ma perte, a gagné. Le premier message était sec, vif de colère. « C'est quoi ce bordel, Aline? Tu ne peux pas simplement l'annuler sans me le dire. Tu sais à quel point c'est embarrassant? J'ai des gens ici qui m'attendent et toi. Mon Dieu, tu m'as humilié. »
Le deuxième est arrivé seulement 1 heure plus tard. Le ton s'était adouci, persuasif. Écoute, je comprends. Tu es contrarié. J'ai peut-être failli avant, mais tu me connais. Tu sais que je suis solvable. J'ai juste besoin d'un peu de temps. S'il te plaît, n'en fais pas toute une histoire. Le troisième était plus lent, sa voix lourde de ce qui ressemblait presque à du chagrin. Je ne sais pas pourquoi tu me fais ça, à nous. La famille ne tourne pas le dos quand les choses deviennent difficiles. Je n'aurais jamais pensé que toi, de toutes les personnes, tu ferais ça. Le quatrième était à peine cohérent, les mots s'empâtant, son désespoir transparaissant. S'il te plaît, Aline, juste cette fois. Ne me laisse pas en plan. Ne le fais pas, le message s'est terminé brusquement, comme s'il avait manqué de mots ou de courage. Je me suis assise à la table de la cuisine, fixant le téléphone, l'estomac serré. Je connaissais ces schémas. La voix de Damien avait toujours été un caméléon. Quand un ton ne fonctionnait pas, il en adoptait un autre. Colère, raison, culpabilité, chagrin. Il les avait parcourus en boucle depuis que nous étions enfants, apprenant tôt que les mots pouvaient être des armes, que le charme pouvait plier les gens plus vite que la vérité. Et j'avais toujours plié. Mais pas maintenant. Pas quand je pouvais encore entendre la voix de Manon, douce et dédaigneuse, disant, hier, juste la famille proche. Pas quand je pouvais encore sentir le coup froid de cette porte se fermant sur moi. Le lendemain, il a rappelé. J'ai répondu cette fois. Aline. Sa voix s'est brisée d'urgence. Dieu merci. Il faut que tu écoutes. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Voilà encore, cette phrase. Ma main s'est resserrée autour du téléphone. Qu'est-ce qui est en jeu, Damien, ai-je demandé, forçant le calme dans ma voix. Dis-moi. Une pause. Du papier a légèrement bruissé en arrière-plan. Puis la voix étouffée de Manon s'est élevée, vive et frénétique. Damien a baissé le ton, presque en chuchotant. C'est compliqué. Pas quelque chose que je peux expliquer maintenant. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Je vais arranger les choses, mais j'ai besoin de cette carte. Ma respiration s'est ralentie. Tu dis ça depuis 10 ans. Tu crois que je ne m'en souviens pas? Ces mots se sont aiguisés, désespérés maintenant. Chaque dollar, chaque faveur. Tu crois que j'ai oublié? Je n'ai pas oublié. Je le porte chaque jour. Mais c'est différent, Aline. Si tu t'en vas maintenant. Il s'est interrompu. Si je m'en vais maintenant, quoi? Silence. La ligne a crépité, puis doucement, tu le regretteras. Un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas une menace, pas exactement. Plutôt une prophétie. Je le regrette déjà, ai-je murmuré, et j'ai mis fin à l'appel. Le téléphone a sonné à nouveau dans l'heure et encore ce soir-là. Puis le lendemain matin. Chaque fois, sa voix changeait, se pliant comme un homme essayant des masques. Au début, il y avait de la colère, des syllabes vives destinées à me coincer. Tu es égoïste. Tu penses que tu vaux mieux que moi. Assise là-haut dans cette maison à prétendre que tu es au-dessus de la famille. Puis est venue la raison, plus douce, persuasive. Allez, Aline. On s'est toujours soutenu. Ne laisse pas une erreur tout effacer. Tu ne veux pas me perdre pour ça. Puis la culpabilité. Si tout s'effondre, ce sera de ta faute. Tu comprends ça? Tu devras vivre avec. Enfin, le désespoir, la voix d'un garçon à nouveau, tremblante, effrayée. S'il te plaît, ne me quitte pas. Ne me laisse pas tomber. Je ne peux pas faire ça sans toi. Chaque fois, j'écoutais. Chaque fois, je me souvenais du vieux rythme de la persuasion, de la façon dont il souriait quand il avait besoin de quelque chose, de la façon dont il pouvait entrelacer le charme et la culpabilité jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer l'un de l'autre. Mais debout dans ma cuisine maintenant, le téléphone pressé contre mon oreille, j'ai réalisé que le sort était rompu. Ces mots ne me réchauffaient plus. Ils me glaçaient. Ils me rappelaient tout ce que j'avais donné sans poser de questions. Tard un soir, après avoir ignoré un autre appel, j'ai ouvert mon téléphone pour me distraire. Le monde de Manon s'est déversé sur l'écran, ses réseaux sociaux brillants de millefeuilles et polis, des photos de dîner, des verres levés, des légendes pleines de joie.
Elle identifiait Damien sur chacune, leurs sourires impeccables, leur table bondée. Il n'y avait aucun signe de factures impayées, aucune trace d'appel laissé sans réponse, aucune ombre de la panique que j'avais entendue dans sa voix. C'était une performance pour eux-mêmes, pour leurs amis, peut-être même pour moi. Ils pouvaient m'effacer de l'histoire avec un sourire aussi facilement qu'ils m'avaient fermé la porte au nez. Je fixais leur visage rayonnant, ma mâchoire se crispant. S'ils étaient si démunis, si désespérés, pourquoi leur vie ressemblait-elle à du champagne et des rires? Où était passé mon argent? Où tous mes sacrifices avaient-ils été versés? Et puis, comme un coup de tonnerre, la vérité a commencé à se former. Ce n'était pas seulement de la mauvaise gestion. Ce n'était pas seulement de la négligence. Il y avait quelque chose de plus sombre en dessous. Une raison, la voix de Damien avait murmuré, « Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. » J'ai posé le téléphone, son poids lourd dans ma paume. Pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Je ne me sentais pas cruel. Je me sentais en colère. Parce que l'amour peut pardonner les erreurs, mais l'amour ne tolère pas les mensonges. Et au fond de mes tripes, je savais que je n'avais même pas encore commencé à découvrir le plus gros mensonge. Les jours qui ont suivi ont été plus calmes que je ne l'attendais. Les appels de Damien se sont ralentis, bien qu'il n'ait pas complètement cessé. Chaque fois que son nom illuminait mon téléphone, je sentais le vieux réflexe se contracter en moi, l'envie de répondre, de m'adoucir, de secourir. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai laissé les appels sonner. J'ai laissé ces mots se dissoudre dans l'air sans réponse. Sans les frais de carte de crédit qui saignaient mes relevés, j'ai vu des chiffres que je n'avais pas vus depuis des années. Pour la première fois en plus d'une décennie, mon compte en banque m'appartenait. Le premier choix que j'ai fait a été pratique. Je me suis connecté à mon compte de prêt immobilier et j'ai envoyé un paiement supplémentaire. Voir le solde baisser sur l'écran m'a procuré une satisfaction qui n'avait rien à voir avec les chiffres. C'était comme un contrôle, comme si je dirigeais enfin mon propre navire après des années à être entraîné par le courant de quelqu'un d'autre. Le deuxième choix était pour la joie. Je me suis inscrite à un cours d'art au centre communautaire, quelque chose que j'avais reporté une centaine de fois parce qu'il n'y avait pas d'argent à épargner. Le premier jeudi soir, je suis entré dans cette pièce lumineuse, sentant la peinture et l'argile, des inconnus assis à de longues tables avec des pinceaux à la main. J'ai trempé le mien dans la peinture, étalé de la couleur sur une toile vierge, et j'ai senti quelque chose en moi se relâcher. Les traits n'étaient pas parfaits, mais ils étaient les miens. Chaque ligne était une déclaration, j'existe en dehors de Damien, en dehors du sacrifice. Le troisième choix était pour les autres. J'ai fait un chèque discret au refuge pour femmes du centre-ville. Pas de nom attaché, pas de reconnaissance nécessaire. Je savais ce que c'était que de donner sans être vu. Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'être effacé. Il s'agissait d'être solidaire avec des personnes qui méritaient plus que le silence. Chaque acte était petit en soi, mais ensemble, ils semblaient former un rythme, une nouvelle mélodie prenant forme. Ce qui avait été autrefois siphonné par ces dettes construisait maintenant quelque chose de solide, quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Pourtant, même en peignant, en équilibrant mes budgets, en respirant un air plus libre, un malaise persistait. Ces derniers mots me revenaient sans cesse. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. En jeu. Ce n'était pas le langage de factures en retard ou d'argent pour les courses. C'était le langage du désespoir, de secrets trop bien gardés pour être admis. Je me suis dit de ne pas y penser, mais plus j'essayais, plus le silence entre nous s'épaississait, non pas de paix, mais de nuages d'orage. Une nuit, incapable de dormir, je suis allé dans le couloir où la boîte à souvenirs était toujours posée sur la table. Son bois brillait faiblement à la lumière de la lampe, sculpté par les mains stables de mon père. J'ai effleuré sa surface, me rappelant comment il avait dit, « Tout ce que tu placeras dans cette boîte doit compter. Ça doit te survivre. » J'ai pensé aux chandeliers à l'intérieur, leur argent scintillant comme des fantômes de promesses. J'avais l'intention de les donner à Damien en guise de bénédiction. Maintenant, il semblait être un test. Pouvais-je encore lui confier quelque chose destiné à porter la mémoire de notre famille? Je ne pouvais pas me résoudre à ouvrir le couvercle. Pas encore. Au lieu de cela, je l'ai porté dans mon bureau, la posant à côté de mon bureau, où le tiroir des sacrifices reposait encore. 2 boîtes, l'une remplie de dettes et de promesses brisées, l'autre d'héritage et d'histoire.
J'ai réalisé que je me tenais entre elles, entre le poids de ce que j'avais perdu et la question de ce que j'étais encore prête à donner. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre appel manqué. Sa voix était devenue plus rauque dans le nouveau message vocal, fragile comme du verre sur le point de se briser. Aline, s'il te plaît. Tu fais une erreur. Je ne peux pas l'expliquer au téléphone, mais tu dois me faire confiance. Si tu ne le fais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Je l'ai effacé sans écouter jusqu'à la fin, mais les mots sont restés quand même. Si tu ne le fais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. Ce n'était pas une menace. Ce n'était même pas de la culpabilité. C'était de la peur. Et je ne pouvais pas décider ce qui était pire, qu'il craigne pour lui-même ou qu'il craigne pour quelqu'un d'autre. La deuxième semaine, les appels sont devenus sporadiques. Le silence s'est étiré, et j'ai commencé à espérer qu'il avait abandonné. Mais un soir, alors que je lavais mes pinceaux dans l'évier de la cuisine, le téléphone a vibré avec une nouvelle notification. Pas un appel, une identification. Le dernier message de Manon illuminait l'écran. Une table de dîner bondée d'amis, des verres de vin levés. Sa légende disait, encore une soirée parfaite en famille. Rien de plus fort que l'amour. Il était là, à côté d'elle, souriant largement et brillamment, le bras autour de ses épaules. J'ai serré le téléphone plus fort, la bile me montant à la gorge. Soirée parfaite, famille, plus fort que l'amour. Le même homme qui laissait des messages frénétiques sur ma messagerie vocale levait maintenant des verres et portait des toasts comme si son monde était parfait. Mais ce qui me troublait le plus n'était pas le message. C'était la façon dont son sourire semblait. Trop large, trop poli, comme un masque tendu trop fermement sur son visage. Un masque cachant quelque chose qui s'effritait en dessous. J'ai posé le téléphone, le cœur battant. Peut-être que j'imaginais. Peut-être que je voulais voir des fissures là où il n'y en avait pas. Et pourtant, un murmure m'a traversé, vif et silencieux. Il cache quelque chose, Aline. Quelque chose de plus gros que l'argent. Quelque chose qu'il a peur de dire à voix haute. Je me suis tourné vers la fenêtre, la nuit pressant contre la vitre. Les roses du jardin se penchaient bas sous le poids du vent. L'orage n'avait pas encore éclaté, mais je le sentais venir, et je savais au plus profond de mes os que quand il éclaterait, je serais au milieu. L'appel est arrivé tard, bien après que la maison se soit installée dans son calme habituel. Je venais de poser mon pinceau, l'odeur de térébenthine persistant sur mes doigts, lorsque le téléphone a vibré sur le comptoir. Le nom de Damien a illuminé l'écran. Pendant un long moment, je l'ai simplement regardé, la poitrine serrée. Chaque instinct me disait de ne pas répondre. Mais quelque chose dans la façon dont les lettres de son nom brillaient sur l'écran sombre m'a attiré. J'ai glissé pour accepter. Aline. Sa voix était basse, lourde, pas vive de colère, ni mielleuse de persuasion, juste lasse. J'ai besoin de te parler. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le silence a son propre pouvoir, j'avais appris. Il a continué. J'ai fait des erreurs, beaucoup, plus que je ne peux en compter. Je sais que je t'ai déçu, mais ce n'était pas parce que je ne m'en souciais pas. Tu as toujours été là pour moi plus que quiconque, et j'en ai profité. Ces mots auraient dû me frapper comme des excuses, mais au lieu de cela, ils semblaient répétés, comme des lignes d'un script qu'il avait récité auparavant. Que veux-tu, Damien? Ma voix était calme, stable. Une pause. Je pouvais l'entendre respirer, le faible bruit de quelque chose qui cliquetait en arrière-plan. Peut-être un verre posé trop fort. Peut-être une porte qui se ferme. Je veux juste. Je veux arranger les choses. Je ne peux pas te perdre, Aline. Pas toi. La famille, c'est tout ce que j'ai. J'ai failli rire, amer et sec. La famille? Le mot semblait étranger dans ma bouche. Tu m'as fermé la porte au nez. Ou peut-être que Manon l'a fait pour toi. C'est la même chose. Je ne savais pas, a-t-il dit rapidement. Trop rapidement. Je jure que je ne savais pas qu'elle ferait ça. Un silence a suivi. Pas le silence de la culpabilité, mais du calcul. J'ai fermé les yeux, le souvenir de cette porte claquée me pressant. Que tu le saches ou non, tu l'as laissé faire. Tu laisses faire depuis des années. Chaque fois que je t'attends, chaque fois que je te couvre,
Chaque fois que je te donne quelque chose que je ne peux pas me permettre de perdre, tu laisses faire. Il a expiré en tremblant. Je pensais que tu comprenais. Je comprends, ai-je dit, ma voix plus vive maintenant. Je comprends que tu m'as utilisé. La ligne est devenue silencieuse, puis, presque en se brisant, il a murmuré, s'il te plaît, Aline, ne m'abandonne pas. Pas maintenant. Et voilà, la vieille supplique, celle qui m'avait plié à chaque fois auparavant. Mais ce soir, quelque chose était différent. Je sentais le poids de la boîte à souvenirs dans le bureau, reposant à côté du tiroir des sacrifices. 2 boîtes, 2 héritages, et j'ai réalisé que j'avais un choix. Je suis entré dans le bureau pendant qu'il parlait, le téléphone pressé contre mon oreille. La boîte à souvenirs brillait faiblement sous la lumière de la lampe. J'ai posé ma main dessus, mes doigts traçant les rainures que mon père avait sculptées. Ceci, ai-je dit doucement, plus à moi-même qu'à lui, était censé être à toi. Les chandeliers, la bénédiction, le souvenir de tout ce que nous étions autrefois. Son souffle s'est coupé. Alors donne-les-moi. S'il te plaît, Aline. C'est tout ce dont j'ai besoin. Une chance de prouver. Non. Ma voix a coupé la sienne. Claire. Finale. Tu ne les mérites pas. Pas encore. Peut-être jamais. Le silence qui a suivi était épais, lourd de quelque chose de non dit. Pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait se déchaîner, que sa voix s'aiguiserait à nouveau en colère, mais au lieu de cela, elle est devenue plus basse, plus froide. Tu ne comprends pas ce que tu fais, a-t-il murmuré. Un frisson a glissé le long de ma colonne vertébrale. Peut-être pas, mais je comprends ce que je ne fais plus. Je ne te porte plus. Les mots m'ont donné l'impression de sauter d'un rebord et de trouver un sol solide en dessous. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. La maison autour de moi était silencieuse, mais ce n'était plus le silence de la solitude. C'était le silence des limites. J'ai soulevé doucement la boîte à souvenirs et l'ai portée jusqu'au tiroir du meuble où je gardais les choses qui comptaient le plus. En la glissant à l'intérieur, je l'ai verrouillée avec une petite clé en laiton. Cela ne ressemblait plus à un cadeau refusé. Cela ressemblait à de la préservation, en attendant quelqu'un qui comprendrait son poids, qui le traiterait avec la révérence qu'il méritait. Je suis resté là longtemps, ma main posée sur le tiroir, ma respiration régulière. Pendant des années, j'avais assimilé la famille à l'obligation, l'amour au sacrifice, le silence à la loyauté. Mais maintenant, je les voyais différemment, des choix que j'avais faits, des choix que je pouvais arrêter. Et dans cette prise de conscience, j'ai senti le sol se raffermir sous mes pieds. Pourtant, même dans cette stabilité, un malaise persistait. Ces mots se répétaient dans ma tête, tu ne comprends pas ce que tu fais. Ce n'était pas seulement l'amertume d'un frère. C'était quelque chose de plus sombre, une ombre de vérité que je n'avais pas encore découverte. J'ai éteint la lumière dans le bureau et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, regardant dans le couloir sombre. Pour la première fois depuis des années, je me sentais forte, mais la force n'effaçait pas l'orage que je sentais se préparer, car je connaissais Damien, et Damien ne lâche jamais sans se battre. Le premier indice est venu de quelqu'un que je n'attendais pas. C'était un mardi après-midi, du genre où le soleil semble pâle et où l'air sent légèrement une pluie qui ne vient jamais. J'étais à l'épicerie, distraite par les rangées de soupe en conserve, quand j'ai entendu une voix derrière moi. Aline ? Je me suis retourné. Debout là, avec un panier de produits frais, se trouvait Martin Lefebvre, une vieille connaissance de la ville. Il avait autrefois travaillé avec Damien des années auparavant, à l'époque où les projets d'entreprise de Damien étaient encore de belles promesses. Nous avons échangé les politesses habituelles, mais les yeux de Martin étaient fuyants, agités. Il a baissé la voix. « As-tu parlé à ton frère récemment ?» Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. « Pourquoi ?» Il a déplacé le panier dans ses mains. « Parce qu'il est plus en difficulté que tu ne le penses. Certaines personnes en ville en parlent. Il a emprunté de l'argent aux mauvaises personnes. Pas des banques, Aline. Des prêteurs qui ne pardonnent pas les retards de paiement. » Les mots semblaient fendre l'air. J'ai eu froid même dans la chaleur du magasin. Martin a continué, sa voix à peine plus qu'un murmure. « S'il ne paie pas, ce ne sera pas seulement son problème. Ils s'en prendront à sa famille. Peut-être même à toi, s'ils pensent que tu es toujours son filet de sécurité.
J'ai réussi à hocher la tête, les lèvres serrées, et après quelques échanges polis de plus, nous nous sommes séparés. Mais le monde semblait pencher comme si l'allée sous mes pieds avait bougé. De retour dans la voiture, je suis resté assise, agrippée au volant, les mots de Martin résonnant comme une sonnette d'alarme. Je savais que Damien était imprudent. Je savais qu'il s'appuyait trop sur moi. Mais ça, c'était quelque chose de plus sombre. À la maison, j'ai essayé de me distraire en peignant, mais le pinceau tremblait dans ma main. Les couleurs se mélangeaient, n'étant plus apaisantes. Chaque bruit extérieur me faisait sursauter. Et puis, comme invoqué par mes pensées, le téléphone a sonné. Cette fois, ce n'était pas Damien. C'était Manon. Son nom clignotant sur mon écran m'a secoué. Elle ne m'avait jamais appelé directement auparavant. J'ai hésité, le doigt en suspens. Finalement, j'ai répondu. Sa voix était tendue, sèche, rien à voir avec le charme poli qu'elle affichait en ligne. Aline, je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas pris la peine de cacher mon scepticisme. Pourquoi m'appelles-tu? Une pause, puis, parce qu'il ne te dit pas tout, et je ne peux plus faire ça toute seule. Je me suis penché en arrière, le cœur battant. De quoi parles-tu? Ces mots ont fusé rapidement comme si elle les avait répétés. L'argent, la carte, les prêts. Je sais que tu l'as couvert. Je sais tout ce que tu as donné. Et je sais qu'il ne t'a jamais dit la vérité. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Quelle vérité? Elle a expiré en tremblant. Il a joué, Aline. Pas seulement de temps en temps. De grosses mises, des dettes cachées. Une partie de l'argent que tu lui as donné n'est pas allée aux factures ou aux impôts. Elle est allée à des tables, à des jeux, à des hommes qui n'oublient pas les pertes. Mon estomac est tombé. Soudain, tu ne comprends pas ce qui est en jeu, prenait tout son sens. La voix de Manon a vacillé. Je pensais que je pouvais gérer ça. Je pensais que je pouvais tout maintenir, mais je ne peux pas. Il nous noie. Et je. Ces mots se sont brisés, plus doux maintenant. Je ne sais pas combien de temps il faudra avant que quelqu'un vienne frapper à notre porte. J'ai fermé les yeux, pressant une main sur mon front. Pourquoi me dis-tu ça maintenant, après tout ce que tu as fait pour me tenir à l'écart? Parce qu'il nous consume tous, a-t-elle murmuré. Et peut-être que tu es la seule qui l'écoutera. L'amertume m'est montée à la gorge. Tu m'as fermé la porte au nez, Manon. Tu as ri pendant que j'étais dehors. Son silence sur la ligne était lourd, puis doucement, et je le regrette. Mais le regret ne règle pas ça. S'il te plaît, je te le demande, non pas en tant que sa femme, mais en tant que quelqu'un qui est tout aussi piégé que tu l'as été. Ne le laisse pas nous entraîner au fond. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû lui dire que ce n'était plus mon problème. Mais sa voix portait quelque chose que je n'attendais pas, la peur. Une peur réelle, brute. Et sous cette peur, une confession à laquelle je n'étais pas prête à faire face, que les trahisons de Damien n'étaient pas seulement les miennes à supporter. Nous avons mis fin à l'appel sans aucune promesse, seulement le silence suspendu entre nous. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis assise dans le bureau avec la boîte à souvenirs sur la table, son bois sculpté captant la lumière de la lampe. J'ai pensé aux chandeliers à l'intérieur, à la façon dont ils avaient été transmis de génération en génération avec l'espoir d'être chéris, préservés. Comment pouvais-je les donner à un homme qui jouait tout le reste? J'ai déverrouillé le tiroir des sacrifices et j'ai de nouveau étalé les papiers. Reconnaissance de dette, avis d'imposition, facture de carte de crédit, et maintenant, superposés à eux, les mots tremblants de Manon. Le jeu. Des hommes qui n'oublient pas les pertes. Le registre n'était plus seulement financier. Il était moral. C'était de la survie. À minuit, le téléphone a de nouveau vibré. Un message de Damien. Il faut qu'on parle demain. Sans excuse. J'ai fixé l'écran, mon pouce accélérant. Demain. Le jugement n'était pas seulement imminent. Il était là. Et bien que j'ai mis les chandeliers de côté, je savais qu'il ne s'agissait plus d'héritage. Il s'agissait de vérité, de survie, de savoir si je couperais enfin la chaîne ou si je serais entraîné avec lui. Pour la première fois, je n'étais pas sûr que l'amour, le sang ou l'histoire pourraient me protéger de ce qui allait arriver. Le lendemain soir,
je suis allé le rencontrer en voiture. Damien avait insisté sur un terrain neutre, un vieux restaurant en bordure de ville où les néons clignotaient, bourdonnant faiblement contre le crépuscule. Je me suis garé sous l'enseigne cassée, le cœur battant en voyant sa voiture déjà là. À l'intérieur, le restaurant sentait la graisse et le café qui avaient traîné trop longtemps. Il était dans une banquette au fond, les épaules voûtées, les yeux cernés. Quand il a levé les yeux, je l'ai vu immédiatement, l'usure, le manque de sommeil, la façon dont le désespoir s'accrochait à lui comme de la sueur. « Aline » a-t-il dit, sa voix trop douce pour être désinvolte. Je me suis glissé dans la banquette en face de lui, les mains fermement jointes sur la table. « Dis ce que tu as à dire. » Il m'a regardé un long moment, puis a expiré fortement. « Tu as annulé la carte. Tu m'as coupé les vivres. J'ai cru que je te détestais pour ça. » Ses mains se sont fléchies contre la table, agitées. « Mais peut-être que tu avais raison. J'ai été imprudent. » « Imprudent ?» Ma voix était vive. « Tu as joué, Damien. Avec mon argent, avec la sécurité de ta famille. » Sa tête s'est redressée d'un coup, les yeux écarquillés. « Elle te l'a dit. » Oui, elle simplement dit. Pendant un instant, le masque s'est fissuré. Son visage s'est plié de quelque chose de brut, presque comme de la honte. Mais ensuite, il a changé, la colère éclatant, la mâchoire serrée. « Tu ne comprends pas. » « Alors fais-moi comprendre, ai-je exigé. Ma voix tremblait, mais je n'ai pas reculé. Toutes ces années, je t'ai tout donné. Mes économies, mon temps, mon silence. Et pourtant, tu m'as gardé à l'écart. Alors dis-moi, Damien, qu'est-ce que tu as caché ? Il s'est penché en arrière, se frottant le visage. Ça n'était pas censé aller aussi loin. Ça a commencé petit, juste des jeux avec des amis, puis de plus grandes tables, de plus gros paris, et à chaque fois je pensais que je pouvais tout regagner. Pour Manon, pour le bébé, pour la maison. Mais les pertes. Sa voix s'est brisée. Les pertes ont montré les dents, et maintenant elles sont à ma porte. Mon estomac s'est noué. À ta porte ou à la mienne ? Ses yeux se sont tournés vers moi. Hanté. Aux deux. Le mot est resté en suspens. J'ai secoué la tête lentement. C'est toi qui nous as mis dans cette situation. Tu m'as entraîné dans tes dettes, dans tes mensonges, et maintenant tu veux que je t'en sorte à nouveau. Je ne voulais pas, a-t-il murmuré. Je pensais que je pouvais le supporter. Je pensais que je pouvais t'en protéger. Me protéger ? Mon rire était sec, amer. Tu m'as utilisé, Damien. Chaque fois que tu as appelé, chaque fois que tu as supplié, chaque fois que tu m'as laissé croire que je te sauvais. Tu ne me protégeais pas. Tu me saignais à blanc. Ses mains ont frappé la table, faisant trembler la salière. Qu'est-ce que j'étais censé faire ? Les laisser tout prendre ? Les laisser me prendre ? Je n'ai pas sourcillé. Peut-être que tu étais censé prendre tes responsabilités. Il s'est affaissé dans la banquette, le souffle court. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le bourdonnement du néon au-dessus de nous vrombissait comme du statique, remplissant le silence. Finalement, il m'a regardé, sa voix se brisant. Je ne te mérite pas, Aline. Je le sais. Mais si tu t'en vas maintenant, ce ne sera pas seulement moi qui souffrirai. Ce sera Manon, le bébé. Il ne mérite pas ça. Les mots ont percé plus profondément que je ne voulais l'admettre. J'ai pensé à la voix tremblante de Manon au téléphone, à sa confession teintée de peur. J'ai pensé à l'enfant, innocent dans tout cela, dormant pendant que la dette tournait autour de la maison comme des loups. J'ai fermé les yeux, déchiré. Famille, obligation, amour, les chaînes que j'avais portées si longtemps se sont de nouveau pressées contre moi. Mais ensuite, j'ai pensé à la boîte à souvenirs, au chandelier, à la voix de mon père disant, tout ce que tu placeras à l'intérieur doit te survivre. Et j'ai su. J'ai ouvert les yeux. Tu as raison sur une chose. Il ne mérite pas ça, mais moi non plus. Et je ne porterai plus tes dettes. Il m'a regardé, silencieux, attendant. J'aiderai Manon, ai-je dit lentement. Je m'assurerai que le bébé a ce dont il a besoin. Mais toi, ma voix s'est durcie, tu es seul. Le choc a vacillé sur son visage, puis la colère, puis quelque chose proche du chagrin.
Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. Le silence entre nous s'est étiré, tendu comme un fil. Finalement, il a baissé le regard, ses épaules s'affaissant. Pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme mon frère, ni comme le garçon se faufilant dans ma chambre après les cauchemars, mais comme un homme acculé par ses propres choix. Nous avons quitté le restaurant sans un mot de plus. Cette nuit-là, de retour à la maison, j'ai déverrouillé le bureau et j'ai sorti la boîte à souvenirs du meuble. J'ai ouvert le couvercle, les chandeliers en argent brillant faiblement à la lumière de la lampe. J'ai tracé leurs courbes avec mes doigts, me souvenant des mains qui les avaient transmis. Ils étaient destinés à bénir un avenir, à honorer l'histoire, et j'ai réalisé qu'ils ne pouvaient pas aller à Damien. Pas encore, peut-être jamais. J'ai refermé le couvercle doucement, le verrouillant une fois de plus, non pas comme une punition, non pas comme une vengeance, mais comme une préservation pour quelqu'un qui comprendrait que l'héritage n'est pas une dette à exploiter, mais un don à honorer. En remettant la boîte dans le meuble, un calme s'est installé en moi. Pendant des années, j'avais assimilé la famille à l'obligation, l'amour au sacrifice, le silence à la loyauté. Mais maintenant, je les voyais différemment. La famille, ce n'est pas qui vous épuise. La famille, c'est qui se tient à vos côtés. L'amour, ce n'est pas le silence. L'amour, c'est le respect. L'héritage ne se transmet pas seulement par le sang. Il se mérite par le choix. J'ai éteint la lumière et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, regardant une dernière fois en arrière. Le bureau était silencieux, les boîtes reposant côte à côte, le passé et l'avenir.